Bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui le professeur Gabriel Martinez-Gros, qui est professeur émérite des universités, historien du monde islamique médiéval, et nous allons aborder un sujet global, difficile, et nous remercions le professeur de sa présence aujourd'hui pour ce débat autour de la thématique Empire et religion. Professeur Gabriel Martinez-Gros, bienvenue dans les locaux de la Fondation. Merci, pour le compte du campus Lumière d'Islam. Alors je précise à nos amis internautes que le professeur Gabriel Martinez-Gros a publié un grand livre, La traîne des empires, impuissance et religion, qui s'inscrit dans une démarche intellectuelle globale sur la question impériale, sur la notion d'empire. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes de l'œuvre d'Ibn Khaldoun, il faut quand même le préciser, un grand khaldounien, et je sais que sur l'ensemble des problèmes politiques, vous convoquez toujours ce grand penseur du politique. Et pour comprendre le monde islamique et les vicissitudes du politique dans cette ère civilisationnelle, nous avons quand même beaucoup besoin d'Ibn Khaldoun pour penser la complexité du politique. Donc nous, on vous remercie d'être présents aujourd'hui pour débattre d'une thématique globale, parce que vous avez une thèse tout à fait originale et qui est un peu dans le titre d'ailleurs de l'ouvrage, parce que je dois vous dire, Gabriel Martinez-Gros, quand vous m'avez envoyé le livre, j'ai souvenir d'en avoir parlé dans mon entourage, parce que je n'avais pas encore fouillé le livre, et je me disais, mais que veut dire le titre? Et évidemment, ça va faire partie de l'objet de notre conversation. Mais avant de parler de l'ouvrage lui-même, est-ce qu'on peut dire que La traîne des empires s'inscrit dans la continuité de votre précédent livre, voilà, que je présente aussi, Brève histoire des empires, comment ils surgissent et comment ils s'effondrent? Absolument. Et c'est d'ailleurs l'une des explications du titre. La traîne des empires signifie aussi que, peut-être, mais il ne faut jamais jurer de rien, peut-être ce livre est-il le dernier de ceux que j'aurais consacrés aux empires. Puisqu'il y a eu en effet la traîne des empires, la brève histoire des empires en 2014, et puis ensuite en 2019, l'Empire islamique. Qui est un de mes livres préférés, un de ceux qui a été les plus remarqués par les historiens d'ailleurs. En général, les historiens restent un peu perplexes devant mes ouvrages parce que ils couvrent en général ces ouvrages beaucoup des plates-bandes que les historiens d'aujourd'hui, à cause tout simplement de la démographie universitaire d'abord, du grand nombre des historiens qui sont engagés dans l'université française ou dans le CNRS, ces historiens découpent l'histoire en fractions ou en parcelles de plus en plus étroites. Et donc, des thèses qui prétendent, comme les miennes, couvrir la plus grande partie du champ historique, les déconcertent. Alors, l'Empire islamique a été de ces livres relativement un peu plus réduits, puisque ça portait sur les 4 premiers siècles de l'islam, qui ont reçu le meilleur accueil de l'agent professionnel. Voilà. Mais c'est vrai que cette traîne des empires est probablement le dernier, et en tout cas, il s'inscrit très très clairement dans la suite de ces 3 ou 4, si on y met l'autre côté des croisades, c'est-à-dire un livre qui est apparu en 2020-2021 sur la vision islamique des croisades. C'est le dernier d'une série, en effet. Et je le considère comme tel. Le lecteur est amené à la démonstration que j'essaye de mener dans ce livre, mais s'il a lu des livres antérieurs, c'est encore mieux, bien sûr, même si on n'en a pas besoin a priori. J'ai essayé de faire en sorte qu'on n'en ait pas besoin a priori pour comprendre cette tentative de démonstration. J'avais une question à vous poser, mon cher Gabriel, sur ce qui fait la caractéristique d'un empire. Qu'est-ce qu'un empire? Alors voilà, c'est précisément ce dont j'ai essayé de parler, ce que j'ai essayé de comprendre depuis plus d'une dizaine d'années en fait maintenant. Ce qui fait un empire, je dirais très concrètement, de façon assez rudimentaire, c'est d'abord une masse démographique. Vous savez, comme Ibn Khaldoun, je suis tout à fait fasciné par la démographie
et par ce que la démographie implique dans le gouvernement des hommes. Il est très évident que dès lors que les unités humaines changent de taille, le mode de leur gouvernement change aussi. On a du mal à traduire ce mot que Ibn Khaldoun, dont Ibn Khaldoun dit qu'il en a fait la science, c'est-à-dire le Omran. Omran est généralement traduit civilisation, mais dans bien des aspects, dans bien des textes d'Ibn Khaldoun, il est très évident qu'Omran signifie démographie. Hein, tout simplement, masse de population et surtout densité de population. Pour qu'il y ait un empire, il faut d'abord cela, un seuil critique de population qui ait été atteint, et il n'est pas atteint probablement avant les 6e, 5e siècles avant Jésus-Christ. On peut dire que probablement l'empire achéménide est le premier des empires de l'empire perse, hein, celui que les Grecs ont affronté dans les guerres médiques au 5e et au 4e siècle avant notre ère. Cet empire perse est probablement le premier empire du monde avant qu'Alexandre ne le conquiert. Il en fasse à son tour son empire, hein, mais ce sont les mêmes terres en fait, et en particulier deux grands bassins sédentaires du Moyen-Orient, c'est-à-dire la Mésopotamie, l'Irak actuel et l'Égypte, bien sûr, hein, qui sont les deux terres de population très dense qui donnent existence à ces empires. Et puis, il n'y a pas qu'une donnée démographique, même si cette donnée démographique est tout à fait essentielle, bien sûr. Il y a un mode de gouvernement à partir de là. Ce mode de gouvernement, il est essentiellement commandé par l'impôt, c'est-à-dire par la mobilisation de la ressource de cette population nombreuse et dense. L'impôt permet, grâce à sa concentration, la naissance de la ville. C'est ce que dit Ibn Khaldoun. Hein. En l'occurrence, je ne fais que reproduire en modernisant les termes, mais reproduire le raisonnement d'Ibn Khaldoun. Donc la mobilisation de l'impôt permet la création de la ville, qui est donc une création d'État. Hein. Je veux dire que s'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'impôt, et s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de ville. Donc la ville est la création de l'État. Hein. Il n'y a pas de ville sans État pour Ibn Khaldoun. Et à partir de cette mobilisation de la richesse, de cette concentration de la demande au profit des élites, se créent de nouveaux métiers, s'inventent de nouvelles techniques, se gagnent de la productivité. Et ces gains de productivité s'étendent peu à peu à l'ensemble de la société, c'est-à-dire que l'ensemble de la société reçoit, par l'intermédiaire des gains de productivité, la contrepartie de ce qu'elle paye sous la forme de l'impôt. Et plus. Hein, la population, grâce à cette mobilisation des gains de productivité, augmente. Elle permet donc un impôt plus lourd ou un rendement de l'impôt meilleur qui donne une ville plus peuplée, davantage d'inventions techniques, davantage de gains de productivité et ainsi de suite. Hein. C'est une véritable spirale de prospérité que réussit à créer l'État par l'intermédiaire de l'impôt. Mais il ne peut le créer évidemment que s'il dispose, si j'ose dire, s'il jouit d'une population nombreuse et dense. Voilà en gros ce que c'est que l'Empire. Le seul inconvénient de cette construction, qui est absolument merveilleuse, on croirait du Adam Smith, hein, le bonheur des peuples est devant nous, hein, grâce à l'État et grâce à l'impôt, ce qui peut paraître un peu étrange, mais en fait, le seul inconvénient de cette construction, c'est qu'elle exige le désarmement des peuples. Elle exige leur dessaisissement, leur dépossession politique, précisément, parce que des peuples qui seraient armés ou qui seraient simplement solidaires, dit Ibn Khaldoun, refuseraient l'impôt. Et donc il faut briser les solidarités naturelles des unités naturelles dans lesquelles vivent les hommes, c'est-à-dire les familles, les clans, les tribus, les cités, etc. Et l'État est un grand briseur de solidarité, en même temps qu'il est un grand désarmeur. Il est fondamentalement une entreprise pacifique et pacifiante, donc l'Empire ne fait pas la guerre, hein. Au contraire, il l'évite par tous les moyens. L'Empire, c'est la paix, exactement, comme le disait Napoléon III, sans savoir qu'il
il reprenait une pensée beaucoup plus profonde d'Ibn Khaldoun. Mais voilà, l'Empire est profondément pacifique, et si profondément pacifique, si profondément désarmé, qu'au total, il est constamment menacé, exactement comme un organisme dont, pour lui greffer l'État, on aurait abaissé les mécanismes de défense immunitaire. Hein. Et donc, l'Empire est constamment menacé par la violence, en fait. Hein. Et c'est ça la grande, comment dire, la grande idée qu'Ibn Khaldoun peut transmettre au monde moderne, et que le monde moderne n'a pas, que l'Occident a obstinément refusé de penser depuis 2 siècles, c'est qu'il y a une question politique de la violence. Hein, et pas seulement une question qu'Ibn Khaldoun envisage aussi, évidemment, de la prospérité. Hein. Nous avons vécu pendant 2 siècles sous Adam Smith, c'est-à-dire sous l'effet d'un livre dont le projet essentiel, c'est la richesse des nations, comme son nom l'indique. Ibn Khaldoun vient nous rappeler qu'à côté de l'accumulation de la richesse, et comme une contrepartie de l'accumulation de la richesse, il y a une déperdition de la violence qui la transmet, cette violence, à d'autres plus marginaux, plus pauvres, mais qui sont, et surtout plus solidaires, et qui menacent donc l'existence de cette merveilleuse construction étatique. Alors à ce sujet, oui. Mon cher Gabriel, avant de revenir à la thèse du livre, si on pouvait dire un mot sur l'Empire islamique, parce que l'Empire islamique, à vous lire, il se construit a posteriori des conquêtes de l'islam. Oui. Les tribus arabes, évidemment de l'Arabie du 7e, ont joué un rôle prédominant. Voilà. Et ce qui a fait la spécificité de cet empire, c'est qu'il a été en congruence avec l'héritage romano-byzantin, c'est ce que vous dites dans votre livre. Voilà. Ou perse. Perse. Et c'est une dialectique entre le sédentaire et le bédouin, et une dialectique entre le politique et le religieux. Parce qu'il n'y a pas d'empire islamique sans le sunnisme, mais en même temps, le sunnisme, a posteriori, dans sa construction, s'est construit contre le pouvoir impérial. Voilà. Alors, si je vous ai bien saisi. Mais vous m'avez parfaitement saisi, et je vais simplement tenter de commenter ce que vous me disiez là. Juste pour faire comprendre comment s'est construit l'Empire islamique. Absolument. Alors, j'ai essayé de ramener, bien sûr, comme tout historien, ou peut-être comme tous ceux qui essayent de comprendre quelque chose et qui sont obligés pour cela d'abstraire et de ramener à des cas généraux l'immensité des cas particuliers, j'ai essayé de ramener l'histoire de l'Empire islamique à celle des empires en général, c'est-à-dire des 2 ou 3, hein. Il n'y en a pas beaucoup plus. L'Empire romain, l'Empire chinois, l'Empire islamique sont les 3 grands empires de l'histoire de l'humain, à part peut-être le nôtre, enfin si nous sommes un empire, mais ça nous en reparlerons. En gros, dans cette histoire des empires, vous avez 3 temps. Un temps de constitution, et qui est un temps de constitution violent, évidemment, c'est un temps de conquête, bien sûr, de rassemblement des populations autour d'une autorité impériale. C'est le temps que j'appelle, d'après un terme de l'historiographie chinoise, le temps des royaumes combattants. Les royaumes combattants ont précédé la réunion de l'Empire chinois, mais on peut considérer que les cités grecques, la République romaine, ont été des royaumes combattants de la même façon, hein, puisqu'ils ont préparé l'Empire d'Alexandre le Grand ou l'Empire romain. Et puis, vous avez un temps où l'Empire est de plus en plus, à cause de son vieillissement et de son pacifisme exacerbé, de plus en plus en difficulté, voire en échec. Et cet échec de l'Empire, nous y reviendrons, j'imagine, s'achève en religion, donc en dire et en vaticination religieuse, là où l'Empire n'a plus la puissance d'agir. Donc, 3 temps, les royaumes combattants, le temps de l'Empire qui est celui de l'accumulation et de la prospérité, et puis le temps de l'échec relatif,
qui débouche sur la religion. Alors comment ça s'organise pour l'Empire islamique? Apparemment c'est assez compliqué puisque là c'est, semble-t-il, la religion qui vient en premier et non pas en dernier. Mais en fait, à mes yeux, vous avez, exactement comme dans le modèle général des empires, vous avez 2 siècles pendant lesquels règnent les tribus arabes. Alors une des caractéristiques des royaumes combattants, c'est qu'ils sont à la fois belliqueux et démocratiques. Parce que les peuples combattent, et donc, puisqu'ils combattent, puisqu'ils ont les armes, ils ont en général aussi leur mot politique à dire. Ce n'est pas un hasard si la démocratie a été athénienne au 5e, 4e siècle, c'est-à-dire à l'époque des royaumes combattants grecs qui préparent l'empire d'Alexandre le Grand, ou bien si la République romaine a été plus démocratique évidemment que l'empire romain qui l'a suivi. On a du mal dans une historiographie occidentale, à considérer que les tribus arabes, c'est la démocratie. Et pourtant, c'est bien ça. C'est une forme de démocratie en ce sens que les Arabes ont la parole. Hein, ils ont, alors évidemment, ils s'organisent dans des clans, dans des familles ou dans des tribus qui ne sont pas très exactement l'équivalent de la cité grecque ou de la République romaine. Mais enfin, ça n'est pas si éloigné que ça non plus. Hein, il ne faut pas moderniser à l'excès la démocratie grecque. Et donc, en fait, vous avez 2 siècles pendant lesquels les tribus arabes ont la parole. Le peuple conquérant a la parole. Et puis vient le temps de l'Empire, qui est en gros le début du IXe siècle. Hein, dans l'histoire de l'islam, c'est l'époque de Haroun al-Rachid al-Mamoun, surtout al-Mamoun, le fameux le califat abbasside, et surtout à partir d'al-Mamoun, c'est-à-dire à partir du moment où les Arabes sont précisément dessaisis du pouvoir. Hein, al-Mamoun et son frère al-Mu'tasim sont les 2 grands califes, donc on est dans la première moitié du IXe siècle, hein, entre 813 et Mu'tasim meurt en 841. Ce sont les 2 grands califes qui désarment les tribus arabes et confient l'armée à des contingents d'Asie centrale, en général des contingents sogdiens, puis des contingents turcs d'Asie centrale, qui vont dominer désormais les armées islamiques pour des siècles et des siècles, sinon un millénaire, hein, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, pratiquement. Donc voilà, ça c'est le temps de l'Empire, ça dure... Alors, ça dure pas très longtemps dans le cas de l'Empire islamique, c'est un peu réduit, j'essaye d'expliquer pourquoi dans mon livre, mais enfin bon. Et puis vient le temps de la religion, qui est donc le temps du sunnisme. Alors, si on suit cette thèse, il faut admettre que la religion musulmane, c'est le sunnisme. Et le sunnisme ne naît qu'à partir du IXe siècle, hein, il ne naît pas avec Mohammed. Et la religion musulmane, dans ce cas, naîtrait avec les sunnites, avec les oulémas sunnites au 9e, 10e siècle, et puis ne triomphe qu'avec la chute des califats, en fait. Tant que le califat est là, il fait obstacle à la victoire totale des oulémas. C'est la chute du califat qui permet aux oulémas de devenir la religion, hein, par excellence, avec une séparation très claire, très nette, contrairement à tout ce qu'on a dit sur l'histoire de l'islam, hein, entre d'un côté un pouvoir politique qui est fondamentalement turc en plus, hein, à partir du milieu du XIe siècle, et un pouvoir religieux ou une préoccupation religieuse qui est arabo-persane. Hein. Ce sont les Arabes et les Persans qui continuent de maintenir, par leur langue en particulier, une forme de prééminence dans le domaine civil et religieux. Hein. Et donc il y a une séparation entre le religieux et le politique qui est absolument claire, non seulement aussi claire, au moins aussi claire qu'en Occident, mais même un peu plus claire puisque c'est une séparation ethnique en plus. Hein, puisque, en gros, le gouvernement turc parle fort peu la langue des religieux, des oulémas, et les oulémas ne parlent pas du tout, en général, hein, bien sûr, la langue des casernes, c'est-à-dire le turc. On dit que Kalaoun, le fondateur des Mamelouks d'Égypte, parlait très très peu l'arabe. Il était incapable de se débrouiller dans une boutique du Caire. Mais qu'avait-il besoin de se débrouiller dans une boutique du Caire, me direz-vous? Voilà. Et inversement, évidemment, Ibn Khaldoun ne parle pas un mot de ce turc des maîtres de l'État, Mamelouk, dans lequel il va vivre quand même pendant 25 ans. Il n'a jamais parlé un mot de turc, semble-t-il. Il n'en a jamais eu besoin, bien sûr. Hein. Voilà. Et c'est dans ce contexte, mon cher Gabriel, que vous avez une thèse qui est tout à fait originale, c'est que les religions prennent le relais des empires, voilà, et qu'elles naissent du déclin de l'institution impériale. Voilà. Et vous prenez, il y a un triptyque, il y a une trilogie,
c'est l'Empire romain, donc le christianisme, l'islam et le bouddhisme, donc voilà. la troisième religion, Voilà. donc qui est l'Empire chinois. Voilà. Mais le bouddhisme naît en Inde, mais évidemment qui va devenir doctrine officielle dans la dynastie des Tang au 7e siècle. Voilà. Voilà. Alors, c'est effectivement ma thèse, elle est très audacieuse. Hein, elle rejoint évidemment de vieilles thèses sur le christianisme qui ont été celles de Machiavel au XVIe siècle ou celles de Nietzsche au XIXe siècle, sur le fait que, c'était une thèse quasiment accusatoire, le christianisme aurait détruit Rome ou aurait détruit l'Empire romain. Il ne s'agit pas de ça, évidemment. Je veux dire, la thèse est renversée et elle est étendue. C'est l'idée que l'Empire, tout empire, et d'abord l'Empire romain, effectivement, parce que ça a été le mieux étudié, et je me suis servi de ces études pour essayer de prouver ma thèse, tout empire finit par s'épuiser, tout simplement parce que, dans la mesure où, comme on l'a dit tout à l'heure, il dessaisit les unités naturelles dans lesquelles vivent les hommes, les familles, les clans, etc., de leur solidarité, il est obligé de prendre en charge tout ce que ces unités naturelles avaient l'habitude d'assurer, c'est-à-dire non seulement la défense, bien sûr, et c'est sans doute le poste le plus lourd, hein, c'est la défense militaire hein, des populations très nombreuses et très denses par rapport aux solitudes qui les entourent de l'Empire, mais aussi toutes les formes de la solidarité, de la charité sociale, en quelque sorte, l'orphelinat, le soutien des veuves, le soutien des pauvres, du moins dans les capitales, ailleurs les pauvres meurent, mais dans les capitales on les maintient en vie grâce à la charité du prince. Tout cela coûte très cher. Hein. En général, les empires périssent de crises financières et on se demande toujours quelle est l'origine de ces crises financières. L'origine de ces crises financières est extrêmement simple, c'est que l'empire s'efforce de suppléer par ses finances, c'est-à-dire par un impôt toujours plus lourd, les tâches de solidarité ou les tâches de défense dont il a privé les unités naturelles. Et donc, ça lui coûte de plus en plus cher et il finit, en général, la plupart des empires finissent par une crise financière, hein, finissent par une faillite financière. C'est le cas de l'Empire romain à partir du IIIe siècle. Alors, il se redresse pendant tout le IVe siècle. C'était un magnifique effort de redressement, ou un effort très brutal de redressement. L'Empire chinois ne se redresse pas du tout. Hein, il sombre pour 4 siècles, mais il va se reconstituer plus tard. Et l'Empire islamique sombre au total assez tôt. Hein, je veux dire qu'après un siècle, pas plus, d'apogée islamique, sous l'Empire abbasside, la dynastie des Abbassides commence à éprouver ses premières difficultés, qui sont en effet des difficultés militaro-financières. C'est ce que vous démontrez en effet, c'est avec la crise financière qu'il y a le dépaissement de l'Empire. Voilà. Mais en même temps, vous avez une thèse tout à fait originale aussi, parce que vous montrez les mécanismes qui ont permis à l'Empire de se muer en religion. C'est ce que vous avez dit en introduction un peu dans notre conversation. Il y a 3 étapes. Oui. Les royaumes combattants, la pacification de l'Empire, et ensuite il y a une 3e étape sur la religion. La religion. Et il y a une continuité. Il y a une continuité de l'Empire à la religion, tout simplement parce que les valeurs sont les mêmes. Hein. La religion s'efforce simplement d'étendre et de faire mieux respecter les valeurs de l'Empire que l'Empire ne peut le faire lui-même. Les valeurs sont les mêmes, ce sont essentiellement 2 grandes valeurs, c'est la paix, dont on a oublié tellement cette valeur est devenue attachée à un discours religieux, et en particulier dans le christianisme évidemment, mais pas seulement, en total, hein, que c'est d'abord une valeur impériale, la paix. La paix, c'est ce qui permet la levée pacifique de l'impôt. Et la 2e grande valeur, c'est l'universalisme. Alors, il faut avoir en tête que,
sans doute l'un des meilleurs exemples, et en tout cas l'un des mieux connus, c'est l'Empire romain, parce qu'il précède de plusieurs siècles l'Empire islamique, et donc le processus est plus spectaculaire. Il faut voir que l'unité moyenne dans laquelle vivent avant l'Empire romain les hommes de la Méditerranée, hein, que l'Empire romain va rassembler, c'est une unité moyenne de 5 à 10 000 personnes. Hein, c'est à peu près ça, une tribu gauloise. Hein, il y a à peu près 300 tribus en Gaule avant que César ne conquiert le pays, pour 5 à 6 millions d'habitants, c'est 20 000 personnes en moyenne, hein, c'est à peu près ça, avec 4 ou 5 000 réunis dans un chef-lieu qui est déjà une petite ville ou un petit bourg. Voilà, vous passez de ces unités-là, de l'ordre de 10, 20 000 personnes, à 50 millions. 60 millions. C'est-à-dire que la différence est encore bien plus forte que celle qui fait passer aujourd'hui de l'État-nation français, par exemple, à la mondialisation. Hein, je veux dire que la France représente 1% de la population du monde, aucune cité gauloise ne représentait 1%, et de très 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 loin, de la population de l'Empire romain. C'est-à-dire que c'est un effet de mondialisation, un souffle de mondialisation absolument énorme, l'Empire. Et effectivement, une des caractéristiques de l'Empire, c'est la concentration dans ces grandes villes, en particulier à Rome, bien sûr, mais aussi à Alexandrie, à Antioche. Les grandes villes sont à l'est de la Méditerranée, hein, plutôt dans l'Empire romain. Bon, c'est là que l'histoire a commencé, et c'est là que, encore sous l'Empire romain, la majorité des grandes villes se concentrent. Donc Alexandrie, Antioche, Apamia, aujourd'hui une petite ville de Syrie, qui est une ville de plus de 100 000 habitants sous l'Empire romain au IIe siècle, et quelques autres. Donc, dans ces villes qui ont plus de 100 000 habitants, ce qui est absolument énorme, et Rome a dû atteindre affleurer à 1 million d'habitants à peu près, hein, vous avez une diversité de population absolument gigantesque, évidemment, de gens issus de tribus, de cités qui ignoraient l'existence les unes des autres à peine 2 ou 3 siècles auparavant. Hein. Et donc l'Empire est effectivement un universalisme, mais la religion va continuer, si je prends le cas du christianisme, puisqu'on a commencé sur l'Empire romain, va continuer dans le même sens. Hein. Elle va être plus pacifique, évidemment, puisqu'elle ne cherche pas à s'imposer par les moyens de la guerre. Et c'est vrai aussi pour le sunnisme. Hein. L'islam ne fait pas exception. Dès lors que vous identifiez l'islam au sunnisme, le sunnisme ne s'est pratiquement, enfin, jamais imposé que par la prédication des oulémas. Hein, c'est fondamentalement, lui aussi, une religion, une idéologie profondément pacifiante, hein, profondément civile, au sens de ce qui n'est pas militaire, hein, bien sûr. Voilà, donc la religion va s'étendre par des moyens différents de ceux de l'Empire, mais elle vise tout autant à la paix et plus encore à l'universalisme. Le fait qu'elle vise plus encore à l'universalisme se note dans ce que vous disiez, c'est-à-dire que la religion ne triomphe pas là où elle naît, dans les 3 cas. Hein, c'est-à-dire le bouddhisme qui naît en Inde et qui triomphe en Chine, le christianisme qui naît dans la petite province de Judée de l'Empire romain et qui va triompher évidemment à Rome et dans les territoires de langue grecque de l'Empire dans la Méditerranée orientale, et l'islam qui naît en Arabie mais qui va triompher dans le monde romano, Égypte, Syrie, Perse, etc. Et voilà, hein, et qui en fait, alors il y a une différence effectivement, c'est que l'arabe va s'imposer, tandis que l'hébreu ne s'impose pas à l'Empire romain. Hein, et là, c'est une différence très essentielle sur laquelle je n'ai pas beaucoup, parce que je n'ai pas de solution en réalité, hein, pour expliquer vraiment ça. Mais dans l'ensemble, vous avez, dans les 3 empires, le même phénomène de déportation, de déplacement, depuis l'origine jusqu'au lieu du triomphe. C'est-à-dire que le lieu du triomphe, c'est le lieu de la sédentarité impériale. L'origine est hors de la sédentarité impériale. Hein. Elle oblige
Et ça, c'est une chose très caractéristique de la religion que l'Empire ne connaît pas. L'Empire se vit comme l'unique réalité digne d'attention au monde, tandis que la religion va chercher ailleurs la vérité. Et ça, c'est tout à fait étonnant. C'est comme ces grammairiens d'origine persane qui vont aller chercher dans le désert arabe la vérité de la langue. Hein. Saint Jérôme va chercher la vérité du christianisme en essayant, lui qui est un aristocrate romain, hein, en essayant d'apprendre l'hébreu, c'est-à-dire une langue totalement barbare, dont jusque-là personne ne se préoccupait. Hein. Voilà, c'est le même phénomène de aller chercher, non pas considérer qu'on est le centre du monde, mais aller chercher ailleurs la vérité. Et mon cher Gabriel, pour parler du contemporain, parce que là vous nous avez donné envie de nous plonger dans le temps long et la grande histoire, parce que à travers cet ouvrage et votre réflexion sur l'Empire, vous convoquez en fait la profondeur du temps long. Oui. Comment pourrions-nous aujourd'hui appliquer votre schème à l'heure actuelle? Alors, c'est encore plus... Est-ce qu'il y aurait des nouveaux empires? Parce que votre thèse, c'est de dire que, parce que c'est un peu la conclusion du livre, c'est-à-dire en fait, il n'y a plus d'empire. Oui. C'est la structuration des États-nations, oui. Et que nous avons vécu les 250 grandes glorieuses. Voilà. Alors, une fois de plus, heureusement, l'histoire retrouve tous ses droits, c'est-à-dire que tous les modèles s'effondrent, évidemment. Le modèle ne marche jamais complètement, ne marche jamais bien, et en particulier, alors pour notre époque contemporaine, ce qui ne marche pas bien, c'est que les trois temps n'y sont pas. Encore beaucoup moins que dans l'histoire de l'Empire islamique, qui est un peu compliqué à expliquer tel que je l'explique, hein. Mais enfin, bon, on y arrive à peu près. Dans le monde contemporain, c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire que des trois temps, les royaumes combattants, l'Empire et la religion, c'est le temps de l'Empire qui manque. Il n'y a jamais eu de temps de l'Empire. Il y a eu un temps de royaumes combattants que nous appelons les États-nations, ça on peut le reconnaître, on peut leur reconnaître en particulier les deux caractères spécifiques des royaumes combattants, c'est-à-dire le caractère belliqueux, et Dieu sait si nos États-nations ont pu être belliqueux pendant les deux guerres mondiales en particulier, mais tout au long du 19e et du 20e siècle, enfin disons jusque dans les années 70, et puis le caractère démocratique, qui vont ensemble, hein, puisqu'on donne, dès la Révolution française, on donne les armes au peuple, ou dès la Révolution américaine, si vous voulez, on donne les armes au peuple, et bien le peuple a la parole, évidemment. Et à partir de là, il y a démocratie. Hein, comme dirait notre ami Jean-Pierre Chevènement. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le fait d'être armé et le fait d'avoir son mot à dire. Hein, c'est dans l'histoire. Donc on reconnaît des royaumes combattants dans nos États-nations, mais alors que la prospérité n'est supposée venir qu'à l'époque impériale, ce sont nos États-nations qui ont créé la prospérité dans les 200 dernières années. Hein. Et pourquoi ont-ils réussi à créer la prospérité là où les cités grecques, l'Empire romain ou les tribus arabes ne l'ont pas créée, et il a fallu attendre le temps impérial pour voir la prospérité? Tout simplement parce qu'il s'est produit quelque chose qu'Ibn Khaldoun ne pouvait pas prévoir, et que personne ne pouvait prévoir d'ailleurs, qu'on appelle la révolution industrielle, c'est-à-dire cette énorme révolution à la fois scientifique, technique, hygiénique, médicale, etc., qui a profondément transformé le monde, multiplié par, depuis 1750, on peut dire par 10 ou 12 la population mondiale, ce qui ne s'était jamais vu évidemment auparavant à ce degré, qui a multiplié la richesse par beaucoup plus, sans doute encore, 50, 60, 100 fois, etc. Et donc, cette révolution a fait en sorte, cette révolution industrielle, ce soutien constant que la révolution industrielle a apporté aux efforts politiques des États-nations, a fait que les États-nations ne sont jamais passés dans l'histoire de l'Occident, ne sont jamais passés à l'État impérial. Il n'y a jamais eu d'empire, les quelques tentatives d'empire, d'ailleurs extrêmement brutales, mais c'est normal quand vous voulez constituer un empire, c'est-à-dire Napoléon, Hitler ont totalement échoué. Hein. Au total, les États-nations se sont maintenus. Et donc, est-ce que aujourd'hui, me semble-t-il, alors c'est encore un pari à prendre, hein, la révolution industrielle s'essouffle? Est-ce qu'on va passer à l'Empire?
C'est le réflexe normal. La mondialisation, c'est une façon de lutter contre l'essoufflement de la révolution industrielle. Hein. On va faire des économies d'échelle, on va délocaliser ce qui permettra de produire à moindre coût et de compenser des coûts excessifs, des coûts trop élevés et surtout des gains de productivité insuffisants dans nos économies développées. Alors, est-ce que cette mondialisation pourra amener un empire? On peut en douter. On peut se demander si on ne va pas passer directement des États-nations aux religions. Mais dans ce cas, c'est un choc d'eau de température extrêmement contrastée et qui peut faire à la fois une histoire complètement originale, et une histoire relativement violente, hein, parce que le choc risque d'être beaucoup plus violent qu'il ne l'a été à la fin de l'Empire romain, qui avait pendant des siècles achevé le temps de la démocratie et des cités grecques, où il n'en restait pratiquement plus rien, et donc qui avait préparé la mainmise d'une religion dont les principes au total étaient assez peu différents de ceux de l'Empire. Tandis que là, entre l'État-nation tel que le modèle westphalien et tel qu'un certain nombre de démocrates et de moins démocrates le défendent, nous en parlions tout à l'heure, et d'autre part, l'universalisme et la paix universelle que proposent par exemple les mouvements écologistes, etc., voilà, il y a un contraste qui est extrêmement fort. Et idéologique en tout cas, pour l'instant, ça ne provoque pas trop de violence quotidienne dans la rue, mais le contraste idéologique est très très fort, et probablement plus fort qu'à la fin de l'Empire romain, plus fort qu'à la fin de l'ère des Arabes dans l'islam, c'est-à-dire à la fin des califats, etc., où il y avait une forme de consensus sur, en tout cas, la séparation des choses. Hein. Les Turcs prendront le pouvoir et nous nous occuperons de la religion, et voilà. Hein. Je veux dire, il y avait une forme d'entente possible. Là, pour l'instant, il est difficile de concevoir une entente possible, encore que... À ce sujet, comment voyez-vous, dans l'actualité contemporaine, cette confusion entre les rémanences de l'idée impériale et la question religieuse? Et je prends des exemples très concrets. Voilà. On le voit à travers la Russie, voilà, la Turquie, la Chine et l'Iran. Oui. Ce sont des exemples qui essayent d'utiliser la question religieuse à des fins impériales. Oui, oui. Mais en même temps, pour vous, on reste quand même dans la structuration de l'État-nation, principalement. On reste, voilà, comme vous le dites, très finement, on reste principalement dans la structuration de l'État-nation, même si vous voyez apparaître des données impériales. La principale, disons la plus parlante, parce que c'est celle dont on parle dans les journaux après tout, hein, c'est le groupe Wagner. C'est-à-dire, mais le groupe Wagner n'est pas spécifiquement russe, c'est-à-dire le fait que pratiquement tous nos États-nations, qui sont fondés au départ, je parle de la Révolution américaine, je parle de la Révolution française, qui sont fondés sur la mobilisation populaire. L'armée, c'est la mobilisation populaire. Tous ces États-nations, si ce sont encore des États-nations, font de plus en plus appel à des marges, exactement comme les empires, pour y recruter leur violence et leurs soldats. Hein, je veux dire que, évidemment, Wagner en est un exemple russe, et la guerre d'Ukraine a permis, évidemment, pour discréditer le camp russe, d'insister sur le fait que les soldats russes sont de plus en plus souvent recrutés dans les territoires périphériques de la Russie, les Bouriates, les Mongols, les Kalmouks, les Bachkirs, etc. Mais en fait, on pourrait étendre la chose à la plupart de nos États-nations, et on pourrait étendre cette espèce d'impuissance militaire surarmée pourtant, hein, puisque jamais les armées n'ont été aussi bien équipées, évidemment, des équipements les plus modernes, à la quasi-totalité des grandes nations de ce temps. Je donne l'exemple qui est assez significatif des Ouïghours de Jessel Choror,
dans le nord de la Syrie, enfin dans la province d'Idlib, vous avez il y a une localité qui s'appelle donc Jezreel, qui est aujourd'hui occupée pratiquement, puisque les populations qui étaient largement alaouites ont été évacuées, enfin chassées pour tout dire, qui est aujourd'hui occupée par des Ouïghours djihadistes, enfin qui relèvent d'Al-Qaïda, qui ne s'en cachent pas. Hein. Ils sont à peu près au grand maximum 5 à 6 000 avec leur famille, ça fait une trentaine de milliers. Et la Chine qui réprime avec la dureté qu'on sait toute forme d'autonomisme ouïghour dans le Xinjiang ne s'est jamais permis ou n'a jamais osé intervenir militairement contre ces gens qui ont très ouvertement le projet de retourner dans ce qu'ils appellent le Turkestan oriental, c'est-à-dire le Xinjiang chinois, pour en chasser les Chinois. C'est-à-dire, voilà des semaines qu'on attend une intervention turque, peut-être aura-t-elle lieu finalement. Hein. Dans le nord kurde de la Syrie, on donne toutes sortes de raisons pour expliquer que les Turcs n'y vont pas. Je crois que la raison principale, c'est qu'ils n'osent pas. Depuis l'échec parce que c'est bien de ça qu'il s'agit malgré tout, hein, l'échec de l'armée russe en Ukraine, je crois que les armées de nos grands États sont devenues de plus en plus timides. Et elles l'étaient déjà beaucoup, hein, mais elles le sont devenues de plus en plus, et elles confient de plus en plus les tâches les plus difficiles à des mercenaires. Hein. Bon, alors dans le cas de la Turquie, ce sont des Syriens qui ont été chassés par le régime et dont une partie est recrutée pour assumer le souci des intérêts, le suivi des intérêts de la Turquie. Mais vous avez la même chose, on en a parlé à propos de la guerre d'Irak pour les États-Unis. Hein. Vous aviez aussi je ne sais pas comment les appeler, des contractuels, des mercenaires, dirait-on ailleurs, américains, des prestataires privés. Qui privatisent en fait la fonction de l'armée. Voilà, et d'une manière générale, on recrute de plus en plus, je pense à l'armée américaine, mais on pourrait étendre les exemples ailleurs. Issus des minorités. Dans des minorités extrêmement ciblées. Hein, je veux dire que c'est même pas les hispaniques, c'est les salvadoriens. Ou les Honduriens, ou telle région du Mexique. Et c'est à travers ces exemples qu'on voit la pertinence de lire et d'étudier Ibn Khaldoun pour compenser la question des marges. C'est fondamental. C'est fondamental. Dernière question pour finir notre grand entretien avec vous, mon cher Gabriel, et je ne peux pas ne pas vous la poser. Comment voyez-vous l'apparition des nouveaux dogmes religieux? Oui. Et je mets ça entre guillemets dans cet empire d'Occident que sont l'antiracisme et la question écologique. Parce que c'est en lien aussi avec la question de l'universalisme aussi. Oui, c'est pas sans fondement avec ce dont nous avons débattu aujourd'hui. Alors c'est évidemment la partie la plus audacieuse dans la mesure où elle est la plus spéculative du livre. Prévoir l'avenir est effectivement un exercice extrêmement difficile pour un historien, même un avenir proche, hein, parce que bon, il s'agit de choses qui s'étendent jusqu'en 2050, guerre au-delà. Je prends l'exemple de l'antiracisme parce qu'il est tout à fait significatif, et peut-être le plus significatif. Comment on passe d'un problème politique tel que l'Empire peut tenter ou l'État-nation peut tenter de le résoudre par l'action, à un problème religieux, c'est-à-dire un dogme religieux, tel qu'il ne peut plus être résolu. Et il est choisi parce que la question ne peut plus être résolue. C'est Marx qui disait, vous savez, la cinquième thèse à Feuerbach, que l'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Je dirais à l'inverse, et ça prouve bien que Marx avait bien vu, puisqu'il s'adressait à un philosophe socialiste chrétien pour le réfuter, que la religion ne se pose que les problèmes qu'elle ne peut pas résoudre. Si elle les résolvait, elle périrait elle-même de la résolution de ces problèmes. Eh bien, dans le cas de l'antiracisme, c'est simple. Dans les années 1960, lorsque naît le mouvement des Civil Rights, lorsque s'affirment les lois fondamentales qui prétendent résoudre la question raciale aux États-Unis,
la pensée est simple et quasi unanime, hein. Il faut le rappeler, dans l'opinion américaine de l'époque, c'est que une grave injustice a été faite à la communauté noire américaine. Cette injustice, on va la réparer. On va amener les Noirs américains au même niveau d'éducation ou de revenus que les Blancs. Et par là même, la question raciale disparaîtra. Puisque la question raciale, et pratiquement tout le monde pense dans ces termes, qui nous paraîtraient aujourd'hui quasi marxistes, hein, dans les États-Unis des années 60, puisque la question raciale n'est que la différence de race n'est que la traduction visible en fait d'un problème social, hein, d'une inégalité sociale. Donc dès lors que les inégalités sociales disparaîtront, les races disparaîtront, puisque les races ne sont que la manifestation de ce problème social. 60 ans plus tard, ça n'est plus du tout ça. Enfin, je veux dire que d'abord la politique. On est sur un autre récit. Voilà, d'abord cette politique a échoué, mais surtout on est sur un autre récit. On est sur un autre récit qui dirait aujourd'hui aux États-Unis les races doivent disparaître serait considéré comme raciste. Hein, je veux dire, les races doivent subsister ou subsistent en tout cas. Le racisme est éternel, et il faut que le racisme soit éternel pour que l'antiracisme, c'est-à-dire le dogme religieux, soit éternel. Hein. La religion périrait à résoudre le problème auquel elle s'attaque, c'est-à-dire le racisme. Donc le racisme doit être éternel. Plus personne, vous le remarquerez jusque dans la presse quotidienne aujourd'hui, plus personne ne songe à le résoudre. On vous dit, un tel a fait une intervention qui est raciste, mais on ne sait plus, et on ne se demande plus pourquoi il l'a fait, ni quels seraient les moyens pour qu'il ne le fasse plus, ou pour que d'autres qui lui ressemblent ne le fassent plus. Hein, je veux dire qu'il ne s'agit plus que de vaticiner, il ne s'agit plus que de fulminer, exactement comme l'Église, dès ses premiers siècles, fulmine et vaticine, des condamnations qui ne portent pas éradication du problème, mais qui portent au contraire son maintien presque éternel. Hein. Et nul n'a jamais reproché ni à l'islam ni au christianisme de n'avoir pas réussi à résoudre le problème du mal ou de la violence ou de la guerre. Hein. Je veux dire, bon, ce sont des problèmes éternels, et à ces problèmes éternels, il faut opposer l'éternelle riposte de la religion et de son bien. Hein. Voilà. C'est là. Hein. Vous avez, en apparence, le discours est le même que dans les années 60. En réalité, il a totalement changé. Et la même chose pour la question écologique. C'est muet en un récit religieux. Oui. Pour lutter contre l'apocalypse qui vient. Absolument, absolument. Vous avez, alors, la question écologique est encore un peu plus disputée, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, très honnêtement et très, de façon très sincère, au gouvernement, dans des organisations, etc., jugent que voilà, il faut prendre un certain nombre de mesures pratiques pour lutter contre les problèmes très réels du réchauffement climatique, etc. Et bon, ça va durer 20, 25 ans, 30 ans. Hein. Notez que les problèmes politiques, quand vous les posez en termes politiques et quand vous avez l'intention de résoudre le problème, sont toujours datés. Vous donnez un délai pour résoudre le problème, une planification pour résoudre le problème. Quand vous dites le problème est éternel, vous savez déjà que vous ne pouvez pas le résoudre, et quand vous dites que le problème ne peut pas être résolu, vous donnez une durée éternelle. Vous donnez au problème une durée éternelle. Donc là, vous avez des écologistes et des gouvernements surtout, et des organisations qui disent, voilà, pendant les 25 ou 30 ans qui viennent, nous allons être obligés de faire ceci et ceci et ceci pour éviter la catastrophe. Et puis vous avez une autre écologie qui dit tout cela dépend d'une sorte de péché originel qui est celui du viol de la nature, exactement comme Adam, j'allais dire Ève a mangé la pomme, mais non, Adam a mangé la pomme et tout est venu de là. Il y a eu un crime originel qui est celui du viol de la nature. Nous l'avons fait, nous l'avons perpétré, ce crime originel, et donc nous l'expirons pendant les siècles des siècles.
Hein, il n'y a pas de limite à cette expiation ou à la condamnation qu'il faut porter contre l'expansion de l'humanité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. L'humanité a fait du manspreading, si j'ose dire, hein, comme on dira en anglais, on s'étale, et bien on s'est étalé pendant 2 siècles, et ce sont ces 2 siècles dont nous continuerons à payer la culpabilité pour les siècles des siècles. Voilà. Alors, mon cher Gabriel, on pourrait rester encore pendant des heures, c'était passionnant. J'invite nos amis internautes à lire et à se plonger, en tout cas dans l'œuvre grande du professeur Gabriel Martinez-Gros, et notamment le dernier livre, qui est 200 pages très dense, et qui résume un condensum de sa pensée complexe sur un sujet aussi sensible que empire et religion. Merci à vous.